Bah oui, j'étais pas loin du burn-out, hein, clairement, je peux passer loin d'y laisser ma santé mentale, donc voilà, j'ai fait un reset et après je me suis réorganisée un peu en me disant allez, maintenant il faut que tu te sois un peu plus tu te fasses mettre des limites en fait. J'ai pas de limites, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas de limites. Je repousse toujours les limites. J'ai l'impression que je peux toujours faire plus et ça c'est pas bon. Il faut se mettre des barrières parce que sinon en fait on se fait happer. Je savais même plus ce que c'était que de m'asseoir dans mon canapé et de rien faire. J'avais l'impression de perdre mon temps. Oh. Pendant les 15 prochains jours, French Expat se met au vert pour profiter pleinement des fêtes de fin d'année que l'on vous souhaite joyeuses. L'occasion de vous proposer du contenu inédit, un peu différent, un peu plus léger. Nous allons découvrir ou redécouvrir les activités de 2 créatrices de contenu sur Instagram. La première, aujourd'hui, c'est Océane Sorel. Si vous êtes un ou une auditrice attentif de French Expat, alors vous savez qu'elle est déjà passée à mon micro il y a tout juste 2 ans, en janvier 2021. Et ça, c'était juste avant qu'elle ne crée son compte The French Virologist, un compte de vulgarisation scientifique qui a pris un essor incroyable pendant les 2 dernières années. 2 ans plus tard, voilà donc Océane de retour, cette fois-ci pour me donner des nouvelles et me parler de ses nouvelles activités. Ah oui, moi c'est Anne-Fleur au fait. Et vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Salut Océane, on s'est quitté il y a presque 2 ans. Dans un épisode dans lequel tu nous racontais ton quotidien de maman un tantinet hyperactive. À l'époque, tu étais encore en Californie et puis tu nous avais raconté en fait ce qui t'avait amené aux États-Unis et comment ta famille en fait s'était développée, comment ta famille avait grandi de ce côté de l'Atlantique. Merci beaucoup d'accepter mon invitation et de revenir nous faire un petit coucou aujourd'hui. Merci Anne-Fleur, ouais, ça fait déjà 2 ans, ça passe vite. Ça passe très vite quand on s'amuse. Bon alors, aujourd'hui tu nous parles depuis la côte ouest de la Floride. La première question que j'ai, c'est comment ça va puisqu'au moment où on enregistre ça, ça fait à peine 4-5 jours que vous venez de vous prendre un ouragan. Ouais, ça fait 4 jours, c'est ça. Ça va, on a été à peu près épargnés, on a eu de la chance parce qu'on n'habite pas... Alors là, on est dans un Airbnb qui est à 15 minutes de la plage, donc on n'a pas... Enfin, la plage est complètement détruite, mais nous, on s'en est pas trop mal sortis. On a juste eu des coupures de courant pendant 3 jours. Ah, quand même. Et là, tout est réglé, c'est revenu, et pas trop de dégâts sur la maison, donc c'est cool. Mais là, par contre, il y a des gens qui n'ont pas eu autant de chance que nous, malheureusement. Vous avez été dans un coin qui a été très impacté. T'es à Naples? Ouais, on est à Naples, c'est ça. Ouais, bah, c'est Naples-Fort Myers, c'est la région qui a pris le plus cher. Alors Océane, on s'est quitté en janvier 2021, alors qu'on venait donc de diffuser ton épisode, un épisode dans lequel on parlait de plein de sujets, notamment de ton rythme très soutenu de maman qui travaille. Quelques semaines à peine plus tard, tu te lançais dans une nouvelle aventure et j'aimerais bien que tu nous en parles. Cette aventure, c'est la création d'un nouveau compte Instagram dédié à la vulgarisation scientifique et notamment en matière de virologie qui s'appelle The French Virologist. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'origine de ce projet? Alors, ouais, The French Virologist, c'est mon compte Instagram que j'ai lancé en février 2021. Donc, c'était juste après que l'épisode soit sorti. Ouais, en fait, c'était au moment où les vaccins contre le Covid sont sortis et il y a eu toute une série de fake news qui les ont accompagnés. Et comme j'avais beaucoup de questions, en fait, via mon compte perso Instagram, je me suis dit, je vais lancer un compte de vulgarisation. En fait, j'ai commencé à le faire sur mon compte perso, et puis j'avais de plus en plus de monde qui venait sur mon compte. Puis quand j'avais aussi des photos de famille, etc., je me suis dit, bon, je vais faire un truc séparé, ça va être plus simple, plus clair. Et donc j'ai lancé ça comme ça, et puis ça a pris très vite une ampleur que je n'avais pas imaginée. Et voilà, maintenant ça fait ça fera 2 ans en février. Et voilà, on a déjà plus de 100 000 abonnés, c'est un peu
devenu mon hobby maintenant. Ouais, un hobby qui doit te prendre quand même pas mal de temps, parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, d'abord, vous devriez le faire, vous aurez plus de contexte, mais tu es virologue ? J'ai un doctorat en viro et en immunologie. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux me raconter, en fait, justement, en parlant de ce conte qui a pris, comme tu le dis, une ampleur assez incroyable et très rapidement, comment est-ce que tu expliques, en fait, justement, cet engouement aussi rapide ? Est-ce qu'il n'y avait pas assez d'accès à l'information, ou est-ce que l'information n'était pas assez vulgarisée ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs soucis. Il y a déjà le fait que les fake news font très peur et elles sont devenues virales très très rapidement. Et les gens cherchaient à savoir ce qui était vrai, ce qui était faux. Enfin, certains, pas tous, mais évidemment. Mais et c'était difficile pour eux de comprendre. Quand on n'est pas dans le domaine, c'est vrai que c'est impossible de trouver tout seul ce qui est vrai, ce qui est faux. Et je pense qu'effectivement, il manque en fait de la communication scientifique de manière générale. Que c'est pas juste autour des vaccins, c'est pas juste autour de la viro et du Covid. C'est pas venu à cause du Covid. Si tu veux, moi, l'opportunité de créer ce compte-là, elle est arrivée à cause du Covid, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient plein de questions sur plein d'autres maladies. Mais dans tous les domaines de la science, je crois que globalement, on manque de communicateurs scientifiques. Il y a les scientifiques qui communiquent très bien autour de la science, mais souvent les scientifiques n'ont pas le temps de faire ça, de le vulgariser en tout cas que tout le monde puisse le comprendre. Et on communique très bien entre nous, dans notre bulle un peu scientifique, quand on est dans son propre domaine, on fait des conférences entre nous, etc. Mais il n'y a pas vraiment de vulgarisation. Enfin, il y en a, hein, mais c'est pas hyper. En tout cas, sur les réseaux, c'est vraiment, c'est en train de aux États-Unis, il y en a, je pense qu'il y en a plus qu'en Europe. C'est vrai que je suis beaucoup de vulgarisateurs. Il y en a quand même pas mal. Mais c'est assez récent, hein, tout ça. Il y a aussi maintenant, il y a des médecins qui s'y sont mis, etc. Donc, et c'est bien, je trouve que c'est bien de prendre le temps de le faire, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps, comme tu l'as déjà souligné avant, et qu'on n'a pas toujours le temps de le faire, ou ni envie, en fait, de le faire. Et moi, je trouve que c'est assez sympa à faire, assez fun. Puis bon, la science aussi, ça peut être vite relou et vite chiant, en fait. Et si tu le fais de manière non... Allez, ça peut ne pas intéresser les gens, en fait, si tu le fais comme si tu étais dans un amphi et que tu expliquais comme si tu étais dans un cours. Alors les gens ne s'intéressent pas à ça, et puis voilà, ils passent à autre chose, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut trouver la façon de le faire et de le simplifier sans tordre allez, comment dire, j'arrive pas à le dire sans sursimplifier. Sans sursimplifier au point que ce soit faux, en fait. Faut pas tomber dans le partiellement faux en voulant sursimplifier. Ça, c'est dur. Ça, c'est pas facile à faire quand on essaie de vulgariser un truc. Mais, alors, comment est-ce que tu t'y prends ? Parce qu'effectivement, tu dis que tu fais ça de manière assez rigolote. On te retrouve donc sur Instagram. Tu adores te déguiser. On t'a découvert une passion pour le déguisement. Ouais, je me suis découvert une passion sur le déguisement. Ah oui, c'était pas un truc avant ? Si, c'était marrant. Quand j'étais étudiante, c'est vrai qu'on se déguisait pas mal pour les soirées, etc. Mais c'est vrai que depuis, en général, j'avais pas à la sortie de l'école déguisée. Ça ne m'arrivait pas tous les jours. J'ai essayé de trouver un moyen de rendre ça fun, en fait, parce que sinon déjà le Covid, en plus c'était en plein Covid, les gens en avaient marre du Covid, et je pense que si t'expliques les choses de manière barbante, ça intéresse personne. Même moi, ça m'aurait vite gonflé, en fait. Donc, il fallait aussi que ce soit intéressant pour les gens et que ce soit amusant pour moi de le faire. Donc il fallait que je trouve un moyen de le faire, et en fait c'est venu assez naturellement, j'ai pas eu trop besoin de réfléchir. Parce que je trouve qu'il faut mimer les trucs, c'est plus facile. Puis les gens se souviennent plus facilement, je sais pas si visuellement il y avait quelque chose qui les a marqués, que si tu es devant la caméra et que tu expliques un truc à l'oral en mode exposé, sans image ou sans là parce que c'était la mise en scène, parce que c'est aussi le format vidéo sur les réseaux sociaux qui veut ça. Après je fais des infographies aussi qui sont elles aussi visuelles, mais qui sont j'essaie de les rendre un peu fun, un peu colorés, mais voilà, après il faut trouver différents formats, voir ce qui marche pas. Il y a des trucs qui marchent pas forcément. C'est un peu essai-erreur, quoi, à force.
Est-ce que tu as une idée du coup de qui est-ce que tu touches? Enfin, je veux dire, tu vois, tu dis c'est plus facile d'apprendre en regardant, en s'amusant, plutôt que de regarder un exposé ou un cours magistral. J'imagine que tu touches peut-être pas de la même manière, je sais pas, les personnes de 60 ans qui sont convaincues de certaines fake news que certains ados. Enfin, à qui est-ce que tu t'adresses en priorité? Alors moi, j'ai pas beaucoup de jeunes. C'est pas trop ados. C'est plus la tranche d'âge, c'est plus 25, 50 ans. D'accord. Enfin, entre 20 et 50. Et beaucoup de femmes. J'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes, bizarrement, qui me suivent. Enfin, je sais pas si c'est Sur bizarre. Les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est assez général, ça, non? Ah, je sais pas du tout. Moi, c'est dans ma communauté, en tout cas, je crois que c'est 85% de femmes, un truc comme ça, et 15% d'hommes. Alors après, c'est la plateforme aussi. Instagram, il y a peut-être plus de femmes que d'hommes, j'en sais rien. Après, j'ai commencé TikTok aussi. TikTok, c'est plus jeune, j'ai l'impression. Hein, les commentaires sont assez... oh, mon Dieu. Parfois, j'ai un peu peur. Mais oui, je pense que c'est Instagram aussi, c'est cette tranche d'âge-là. Et alors, les gens que je touche, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde. Hein, en fait, c'est pas... il y a pas mal de femmes, parce que j'ai partagé beaucoup d'infos sur la grossesse et tout, donc il y avait pas mal de femmes enceintes, ou des femmes qui viennent d'avoir un bébé, ou des mamans, parce que je fais aussi je parle de maladies infantiles, etc. Après, j'ai aussi pas mal de communautés de médecins qui me suivent aussi, pharmaciens, et qui, par exemple, parfois ils donnent mon compte Instagram sur l'ordonnance, ça c'est marrant. C'est vrai? Ouais, ça c'est marrant. Ou alors ils mettent les infographies dans les salles de consultation. Ouais, ça c'est marrant. Ouais, bah c'est hyper marrant. Enfin, ça fait, voilà, on m'en sent un peu utile, et y compris en dehors des réseaux en fait, parce qu'au final on se rend compte que nos infos servent. Il y a des gens qui me demandent est-ce que je peux imprimer telle infographie pour la publier dans je sais pas quoi. Et moi je dis toujours tant que c'est dans un but de santé publique, alors oui, il n'y a pas de problème, quoi. Ils peuvent utiliser les infographies pour donner de l'information, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc c'est assez varié, il y a un peu de tout, il y a des professions scientifiques qui me suivent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont naïfs, entre guillemets, de la science, enfin, que c'est pas leur domaine, quoi, tout simplement, et qui veulent juste essayer d'apprendre en s'amusant, en essayant de s'amuser. Est-ce que tu connais l'histoire des adjuvants dans les vaccins? Tout commence dans les années folles. Un vétérinaire français qui s'appelait Gaston Ramon a observé que les chevaux qui étaient vaccinés contre la diphtérie, mais qui avaient fait un abcès au point d'injection, produisaient beaucoup plus d'anticorps que les autres. Gaston a alors eu l'idée d'injecter d'autres trucs avec les vaccins. Genre des miettes de pain, du tapioca, voire même de l'amidon. Bon, si ça se mange, ça doit pas être si bien. Grâce à ces vaccins aux miettes, il arrive à induire des réactions inflammatoires de dingue et à augmenter le... J'ai une question pour toi, Océane, puisque quand on s'est quitté, on parlait, je le disais tout à l'heure en ouverture de cette discussion, on discutait de ton emploi du temps qui était assez barge quand même. Enfin, je veux dire, tu dormais pas beaucoup, tu passes beaucoup de temps avec tes enfants, tu travaillais un peu, tu travaillais beaucoup plutôt. J'allais dire un peu comme une dingue, mais ça peut paraître un peu violent parce que c'est pas du tout violent ce que j'ai en tête. Tu t'es rajouté ça finalement, tu vois. Ouais. Et comme tu le dis, en fait, ça a pris des proportions importantes très rapidement. Ça t'a même apporté de nouvelles opportunités puisque tu as été chroniqueuse dans C'est Jamie sur France 5. Ouais, France 5 pendant toute une saison. Tu as rejoint un collectif de vulgarisateurs scientifiques de l'ONU, c'est ça? C'est ça. Bah, je vais te reposer la même question que je t'ai posée il y a 2 ans. Tu fais comment? Alors, ne faites pas ce que je fais concrètement si vous voulez préserver votre santé. Non, alors, je suis très très organisée. Je pense que c'est ça qui me sauve. Bah, j'ai des priorités déjà. J'ai vraiment un ordre de priorité. C'est la famille, après le boulot, mon boulot, qui me paye. Qui paye facture. Voilà. Et après Instagram, c'est un peu si j'ai le temps, quand j'ai le temps. Alors, je me suis fait un peu avoir avant l'été, dans le sens où je dormais vraiment plus beaucoup et je faisais que travailler tout le temps. Que ce soit, quand je dis travailler, c'était au final, je me détendais jamais, quoi. C'était le boulot, les enfants, enfin, tu vois, c'est l'enchaînement sans fin. Le boulot la journée, les enfants le soir, et après ils sont couchés, je faisais Instagram jusqu'à 1h, 2h du mat, ce qui n'était pas raisonnable, mais j'avais du mal à ralentir, donc j'ai fait une grosse pause cet été où j'ai arrêté pendant presque 1 mois et demi Instagram, et j'ai pris 3 semaines de vacances de mon boulot aussi, et ça m'a fait un petit reset dans mon cerveau, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais
Bah oui, j'étais pas loin du burn-out. Hein, clairement, je suis pas passée loin d'y laisser ma santé mentale. Donc voilà, j'ai fait un reset et après je me suis réorganisée un peu en me disant allez, maintenant il faut que tu te sois un peu plus, tu te fasses mettre des limites. En fait, j'ai pas de limites. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas de limites avec je repousse toujours les limites. J'ai l'impression que je peux toujours faire plus, 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 plus. Et ça, c'est pas bon. Il faut se mettre des barrières parce que sinon, en fait, on se fait happer. Je savais même plus ce que c'était que de m'asseoir dans mon canapé et de rien faire. J'avais l'impression de perdre mon temps. Il faut à tout prix, quand je suis assise dans mon canapé, il faut que j'ai mon ordi avec moi et que je travaille. Même si je regarde un film, ben, je travaille en même temps. Mais quand je le dis comme ça, je me rends compte à quel point c'est bête, quoi. Il faut arriver à décrocher par moment. Donc là, je m'impose un peu des limites où déjà, je me suis de me coucher plus tôt. Ah. Peu importe l'heure qu'il est, enfin, peu importe si j'ai fini ce que je voulais faire, tant pis, je me couche. Alors qu'avant, il fallait à tout prix que je finisse mon programme. Et comme mon programme, de toute façon, il était hyper ambitieux dès le matin, et ben, c'était sans fin. Le truc, je me couchais à 2h, tu te lèves à 7h, t'as la tête dans, enfin, bref. Au final, t'es crevé en permanence, c'est sans fin. Et puis, du coup, la journée, tu te rends compte que t'es moins efficace que si t'avais dormi. Du coup, si t'avais dormi, peut-être que t'aurais réussi à faire ton programme en X heures, le faire en 1 heure de plus. Enfin, bref. Du coup, je me suis aussi un peu réduit ma liste de choses à faire. Ça veut dire que avant, j'essayais toujours de mettre une tâche de plus par jour. Maintenant, j'essaie de mettre une tâche de moins. Ouais. Et ça devient plus raisonnable. Et en fait, franchement, ça va beaucoup mieux. Du coup, je suis mieux. Je suis moins fatiguée. Et en fait, je suis plus efficace. Du coup, j'arrive à me maintenir, par exemple, Instagram. Avant, c'était un peu au jour le jour. J'essayais de faire des trucs le soir même pour bosser le lendemain. Maintenant, je suis hyper organisée dans le sens où je fais mon programme de la semaine, de mes posts, 2 semaines avant, à peu près. Et en fait, je tourne mes vidéos tout en une fois. Et ça, en général, je fais le week-end. Donc, le week-end, je prévois mes posts. Il y a un soir où je fais mes posts avec mes textes, etc. Et le lendemain, je les tourne. Mm-hmm. Et après, le soir, je les monte pour le lendemain. Mais en fait, les monter, ça me prend pas beaucoup de temps. D'accord. C'est ce qui va le plus vite. Comme ça, j'ai l'impression de moins bosser. Et comme c'est plus condensé sur 2 jours, et ben, je me mets moins de charge et du coup, la journée, je fais que mon boulot, les enfants. Et le soir, vite fait, je monte ma vidéo en 1 demi-heure et le lendemain, j'ai juste à la poster. Et donc, une fois par semaine, en fait, c'est vraiment 2 fois par semaine où vraiment je me mets à fond sur Instagram, où je me réfléchis aux nouveaux posts, etc. Donc, il y a une vidéo qui sort tous les jours, ou 6 ou 7 fois par semaine. Mais ça m'a pas pris, je la fais pas le jour même pour le jour même, quoi. T'es plus à flux tendu. Du coup, non, je suis plus à flux tendu et du coup, je suis plus organisée. Et comme je le fais 2 semaines avant, si tu veux, par exemple, là, il y a eu un ouragan. J'ai pas pu tourner mes vidéos ce week-end, mais j'étais pas stressée parce que c'était des vidéos qui allaient sortir dans 2 semaines. D'accord. Donc, je me suis dit, je vais bien trouver un créneau. Là, j'ai couché les enfants le dimanche soir. Je les ai tournés dimanche soir, je les ai tournés le mercredi soir, tu vois. Et du coup, j'étais moins stressée. Alors que si ça avait été pour le lundi, j'aurais dit, oh là là, c'est une question d'organisation. Mais est-ce que du coup, tu t'imposes cette cadence ? Je m'impose, mais j'essaie de m'imposer. Enfin, c'est compliqué. J'essaie de pas trop m'imposer le contraire parce que je suis du genre à m'imposer des trucs. Mm-hmm. Et je suis hyper inflexible parfois avec moi-même, alors que je devrais parfois lâcher prise. Ouais. Et ça, j'ai du mal. Mais genre, par exemple, là, je voulais faire un post par jour. Mm-hmm. Et là, j'ai réduit à 6 plutôt qu'à 7. D'accord. Parce que je trouve que c'est déjà pas mal d'en faire 6 et que donc j'essaie de faire ça. Par exemple, le dimanche, je poste rien. D'accord. Parce que voilà, c'était suffisant. Enfin, j'ai pas besoin de m'imposer. Et puis alors, si je pars en vacances, je m'impose. C'est-à-dire que je fais une pause, quoi. Mm-hmm. Je veux pas me tracasser avec ça, sinon ça me prend trop de temps, trop d'espace dans mon cerveau. Mais c'est dur de ralentir quand t'es pris dans cette spirale. Moi, ça a démarré très vite, mais j'y connaissais rien aux réseaux sociaux avant. Et puis en fait, plus t'as d'abonnés, j'ai l'impression que plus tu te sens un peu obligé de poster. Puis t'as beaucoup de... Faut savoir que quand t'es créateur de contenu, t'as beaucoup de demandes des gens en fait qui viennent en commentaire et poser des questions. Et c'est bien, tu vois, ça donne des idées pour des posts. Mais du coup, tu te sens un peu dans l'urgence de devoir poster à propos de ça parce qu'on t'as eu 20... Par exemple, il y a une news qui va sortir dans, je sais pas, il y a la décade dingue en France. Je vais avoir 50 messages dans mes messages privés qui me disent la dingue en France, la dingue en France. Du coup, tu vas te sentir obligé de faire la vidéo sur la dingue. Parce que sinon, t'as l'impression que, enfin, je sais pas, c'est cette espèce de sentiment là de devoir quelque chose en fait, alors qu'en fait t'es obligé de rien. Hein.
Et ça, je savais pas, en fait. C'est vrai et c'est pas le genre de truc que t'imagines quand t'es sur les réseaux. Moi, les réseaux, pour moi, c'était juste poster des vidéos ouais, pour le fun. Et c'est toujours fun, hein, parce que sinon je le ferais pas. Mais j'avais pas l'impression que c'était si compliqué, éventuellement, de devoir gérer les réseaux sociaux quand tu commences à avoir un compte qui fonctionne. Qui rassemble beaucoup de monde, quoi. Et qui rassemble beaucoup de monde, et que t'as une communauté qui, oui, en fait, t'es obligé de produire du contenu. Parce qu'en plus, quand t'arrêtes de produire, tu disparais. Hein. Après, c'est hyper dur de revenir. Ouais. Mais bon, voilà. Là, j'ai trouvé un bon rythme. Je suis assez contente parce qu'avant l'été, c'était franchement, j'ai l'impression de noyer un peu au milieu de mon organisation. Et comme tu dis, j'avais déjà pas beaucoup de temps avant. J'avais l'impression de m'être mis ça, mais d'ailleurs, plein de gens me disent, mais t'es folle, pourquoi tu fais autant de trucs, quoi. Mais en fait, j'aime bien le faire. J'aime bien le faire, mais c'est vrai que par moments, dépasse la limite, ma propre limite, et là, ça devient plus du plaisir, mais plus de la contrainte. Et donc ça, j'essaie de rester dans cette limite, vigilante, pour que ça reste du plaisir et pas de la contrainte. Est-ce que ta famille essaye de t'aider justement un peu avec cet équilibre ? Est-ce qu'ils disent « Eh oh, maman ?» Oui, parce qu'en plus, de toute façon, ils sont petits, donc ils ont besoin de moi tout le temps. Et j'essaie vraiment quand ils sont là, je pose mon téléphone, je touche pas mon téléphone. Parfois c'est un peu dur, j'avoue, mais j'essaie le week-end par exemple, j'essaie vraiment plus quand les enfants sont couchés, et on essaie de se prendre plus de temps avec Mathieu aussi le soir pour être où je suis pas avec mon téléphone ou en train de bosser, parce que lui aussi il bosse beaucoup. Et on est du genre un peu des workaholics là, et on a un peu du mal à s'arrêter. Tous les deux. On a le même problème, donc c'est un peu difficile. On essaie de faire un peu plus attention et à se coucher plus tôt. Ça, c'est vraiment parce qu'on a tous les deux le même problème, on se couche tard. Donc, on essaie de se mettre des barrières pour... Allez, maintenant, on va se coucher. Mais ça va mieux. Enfin, ça va mieux au niveau de mon organisation. Je me sens plus apaisée et moins stressée. Beaucoup moins stressée. Bon, c'est super. Et tu dis que tu fais ça pour le fun. Je sais que au moment des gros debunkings Covid, tu recevais, on a toujours des trolls qui disent mais est-ce que tu as reçu ton chèque de Big Pharma ? Mais de manière, donc bien sûr non. Hein, je fais un chèque. Est-ce que tu en tires du revenu en fait, tu vois, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi que ce soit que un hobby ? Alors. Il y a 99% de ce que je fais absolument pas payé. Je ne touche pas de chèque de Big Pharma, je précise. J'ai même refusé plusieurs fois des collaborations avec des boîtes pharmaceutiques parce que je veux pas. Ouais. Oui. Tu veux pas qu'il y ait de conflit d'intérêt ? Je veux pas de conflit d'intérêt. Je veux pas mettre le nez là-dedans parce que je pense qu'il y a moyen de le faire éthiquement, honnêtement. C'est-à-dire de produire du contenu à des scientifiques non biaisés, etc. Mais j'ai pas envie de mettre le nez là-dedans et d'avoir après tout le retour de flamme, etc. Et donc voilà, je préfère ne pas le faire, comme ça, je m'évite des ennuis. Mais je fais parfois des collaborations rémunérées, où je crée du contenu scientifique pour soit des marques, mais bon, il y a plein de trucs que je refuse, hein. Franchement, je refuse 90% de ce qu'on me propose. D'accord. Tout ce qui est complément alimentaire, je refuse. CBD, des trucs qui n'ont rien à voir aussi, je refuse. Mais par exemple, j'ai fait des collaborations avec la Fondation pour la recherche médicale. Ça évidemment, c'était hyper intéressant et complètement dans l'axe de ce que je faisais. Donc là, on a collaboré ensemble pour parler des maladies émergentes, etc. C'était hyper intéressant. Puis après, j'ai collaboré aussi avec l'Office européen des brevets pour faire connaître un peu ce qu'ils faisaient, etc. Donc voilà. Alors oui, j'en tire un revenu, mais par rapport au nombre d'heures que je mets dedans, clairement, ça vaut pas le coup. Si vous le faites comme moi je le fais, pour faire des sous, alors vaut mieux. Enfin, je vous dis tout de suite, ne faites pas, parce que ou alors il faut le faire de manière où on se dit l'éthique et on s'en fout et on accepte tout ce qui vient. Alors dans ces cas-là, oui, mais moi c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux garder. J'ai mon éthique hyper stricte et j'essaye de vérifier. Enfin, de voir si tout ce que j'accepte, en tout cas. Et alors tout ce qui est avec l'ONU, c'est non rémunéré, hein, c'est comme bénévole, ça je suis absolument pas payée. Si jamais évidemment j'ai été payée pour faire des chroniques, ça c'est normal. Mais bon, c'est un travail, hein, pour ça. Quand tu commences à créer du contenu pour des gens, c'est normal d'être rémunéré. Bien sûr. Personne qui travaille gratuitement. Bien sûr. Mais bon, quand c'est pour moi et qu'il n'y a pas de marqué de partenariat, etc., je suis absolument pas rémunérée. Et c'est très transparent. De toute façon, tu es obligé de dire quand c'est des contenus en collaboration, etc. Mais il y a très très peu de contenu sponsorisé sur mon compte à l'heure actuelle, en tout cas. Mais je pourrais faire plus, encore une fois, parce que j'ai des propositions tous les jours par mail.
mais que je refuse 90% de ce que je reçois. Donc oui, ça permet, si tu veux, de financer une partie puis il y a du matériel derrière. J'ai acheté un micro, enfin, tu vois, c'est des trucs, déguisements aussi. Puis c'est du temps, c'est tellement de temps. En fait, je fais tellement d'heures là-dedans que de temps en temps faire une collab payée, ça fait plaisir, c'est clair, ça c'est clair. Ton compte et ton travail en fait ont pris pas mal d'essor, tu le disais, avec le Covid, puisqu'il y avait ce trou un peu abyssal en fait en termes d'information, notamment en français, que tu as contribué, en tout cas, je sais pas si c'est comblé, mais en tout cas à remplir. Mais tu ne parles pas que du Covid. Tu le disais, tu reçois pas mal de questions. Est-ce que c'est ça peut-être ta source principale, tu vois, d'inspiration de nouveaux sujets? Comment est-ce que tu décides de quoi tu vas parler et comment tu vas en parler? Ah ouais, ça c'est clair que la communauté, les questions de la communauté, c'est ma source principale. Tout simplement parce que moi je suis dans le domaine, donc c'est hyper dur, je pense, de savoir les questions que les gens peuvent se poser. Parce que c'est pas du tout on n'a pas le même background, les mêmes connaissances, etc. Et donc parfois les trucs moi qui vont m'intéresser, ils vont pas du tout intéresser les gens, parce qu'on n'a pas du tout le même regard sur les maladies infectieuses, la science, la biologie, etc. Et donc je me sers beaucoup des questions qu'on me pose puis c'est aussi, ça dépend de l'actualité aussi. Parfois il y a des trucs qui se passent dans l'actualité. Moi je suis pas forcément contre parce que je suis aux États-Unis, donc en France il se passe pas forcément la même chose, et inversement, parfois il y a des trucs qui se passent ici, tu vois, par exemple les cas de polio qu'il y a eu à New York, etc. Il y a pas eu en France, ça. On en a parlé un petit peu, mais ça a été beaucoup moins dans les big news que ici. Quand t'as une communauté, t'as envie de répondre à leurs questions, donc puis comme j'ai pas le temps de répondre à tous les messages privés, de toute façon, je me sers beaucoup des questions. Comme ça, l'info elle est dehors pour tout le monde, et tout le monde, peut-être qu'il y a quelqu'un qui me l'a posé, mais peut-être qu'il y a 2000 personnes qui se posent la même question, donc ça sert beaucoup en fait. Et c'est vraiment, tout ça vient de ma communauté, ça c'est clair. On t'a vu faire pas mal de collaborations avec d'autres créateurs de contenu en France, pas que, mais notamment en France dans le domaine médical. Est-ce que finalement, ce compte Instagram, tu vois, par rapport à ce dont on se parlait dans le premier épisode qu'on a enregistré ensemble, est-ce que c'est pas aussi un lien que t'avais plus trop finalement avec la France? Enfin, tu vois du coup, t'es hyper présente, t'es hyper connectée finalement à ce qui se passe en France maintenant. Ouais, non, mais je me fais tout le temps la réflexion, c'est que d'ailleurs, j'aurais pu le faire en anglais, mais en fait, je préfère le faire en français, parce que ça me permet aussi de garder un lien avec la France. J'ai rencontré plein de monde sur Instagram, que j'ai vu, que des gens que j'ai rencontrés que en virtuel parfois, mais parfois aussi dans le réel, quand je suis rentrée cet été, etc. Et en fait, ça me permet de maintenir un lien avec la France, et ouais, c'est clair. Et puis, quelque part, j'ai l'impression d'aider la communauté française, en tout cas, ou francophone, parce qu'il n'y a pas que des Français, il y a des Belges, des Suisses, etc. Enfin, contribuer un peu, en tout cas, à les aider à mieux comprendre certains trucs, et garder vraiment ce lien, en fait, avec la culture française, la langue française aussi. C'est quelque chose qui te manquait? Je sais pas si c'est quelque chose qui me manquait, parce que, tu sais, on avait toujours cette communauté d'expats, en tout cas aux États-Unis, parce que j'avais mon compte privé, etc. Enfin, on est une famille de Français, hein. Mon mari parle français, donc on parle français toute la journée. Mais ouais, je suis contente de les rencontrer en vrai après quand on rentre en France. Et là, on est rentré en France. Ça faisait 5 ans que j'étais pas rentrée, donc c'est clair que ça me manquait pendant 5 ans. En tout cas, la France me manquait. Après, est-ce que Instagram, oui, ça me permet de me maintenir, en tout cas tous les jours, en lien avec la France, ça c'est sûr. Quand on s'est quitté dans le dernier épisode, tu étais en Californie, maintenant tu es en Floride. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a amené justement vers la Floride? On parle de ce lien par rapport à la France. Tu t'es aussi rapproché en termes de décalage horaire et un petit peu de kilomètres aussi? Oui, ça a été un des facteurs. Ce qui s'est passé, c'est que on a tous connu l'inflation pendant le Covid. On a acheté une maison juste avant le Covid en Californie, à San Diego, qui a pris énormément de valeur. Ce qui s'est passé, c'est surtout ça, en 2 ans. Et moi, entre-temps, je suis passée remote. Donc avant, je travaillais dans un labo. Maintenant, je travaille de chez moi. Et Mathieu, il est tout le temps barré, soit dans les Caraïbes, soit
en Europe, etc. Et en fait, la Californie, c'est quand même hyper loin de tout ça. Donc, il avait beaucoup d'heures de trajet en avion, etc. Donc, on s'est dit... Et puis, la Californie est un État extrêmement cher. Pour ceux qui ne sont pas au courant... C'est un des plus chers, voilà, aux US. c'est un des plus chers au niveau des taxes, sur le salaire, etc. Ils nous prennent beaucoup de taxes, etc. Les taxes foncières sont extrêmement chères. Tout coûte très cher, les activités pour les enfants. Et nous, on a quand même 3 enfants, dont 2 qui allaient encore à la crèche. Donc, t'imagines les frais de crèche, voilà. Donc, on s'est dit, où est-ce qu'on pourrait aller maintenant que moi, je ne dépends plus d'un endroit sur place où je dois aller tous les jours. Un État moins cher, et on voulait se rapprocher de la France pour le décalage horaire, pour pouvoir bosser, parce qu'on bosse tous les deux avec la France ou l'Europe. Parce que sinon, c'était effectivement, en fait, on se retrouvait à faire des meetings à 1h du mat. Enfin, c'était des trucs aberrants, quoi. Donc, on voulait pouvoir être plus proche et aussi avoir un aéroport international pas trop loin pour pouvoir rentrer plus facilement et que la famille puisse plus facilement venir. Parce qu'en fait, la famille ne pouvait plus venir. Déjà, il y a eu le Covid, etc. Mais en fait, maintenant, c'était tellement cher de venir que plus personne ne venait, n'avait le projet de venir parce que les billets d'avion étaient extrêmement chers, les Airbnb coûtaient une fortune. Du coup, on s'est dit, bon, on va aller dans un état moins cher, où il y a quand même du soleil, parce que Mathieu voulait pas aller dans le nord des États-Unis, c'était trop froid. Et on veut rester aux États-Unis pour l'instant, parce que voilà, on s'y plaît quand même, etc. Donc on a choisi la Floride parce que c'était abordable. On se rapprochait quand même de l'Europe. Et il y a Miami qui est quand même un gros aéroport international, donc la famille peut venir, etc. Et c'est un peu moins cher quand même. Et on a vendu notre maison. On a vendu notre maison en Californie, donc ce qui nous a fait quand même une bonne plus-value, ce qui a pu nous permettre d'acheter une maison beaucoup moins chère en Floride, avec un plus grand apport et donc un prêt immobilier qui est inférieur à ce qu'on payait avant. C'était démesuré. En fait, avant, ce qu'on faisait, j'avais l'impression de payer mes factures en permanence et c'est tout. On n'avait plus rien pour faire des week-ends, ou etc. Donc voilà. Et là, donc aujourd'hui, tu me parles depuis un Airbnb donc à Naples et vous êtes en train de faire construire une maison, c'est ça? La maison est presque finie. On devait emménager en septembre. Ils sont un peu en retard. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Donc on a pris un Airbnb ça devait être 2 mois et puis ça va se terminer dans 4 mois. Mais ouais, la maison est plus dans les terres. Voilà, on n'a pas acheté près de la côte parce que voilà, au niveau budget, on préférait un truc budget plus raisonnable. Donc on a pris plus dans les terres et la maison sera neuve, la même taille que ce qu'on avait en Californie, mais beaucoup moins cher. Ouais. Et voilà. Et ça va être chouette. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, je sais pas, le futur proche et plus lointain, Océane? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour le futur proche? D'emménager bientôt. Ouais. J'en ai marre de vivre dans des Avant la fin de l'année, tu penses? Normalement, j'espère. Ouais. Normalement, avant Noël. Ok. Ils nous ont promis avant Noël. Si ça dépasse, ça va vraiment être pénible parce qu'en plus, les enfants, ils en ont marre. Ils ont pas leurs affaires, ils ont pas leurs jouets, donc ils tournent vite en roue. La petite est dehors dans un lit pliant depuis 4 mois, 5 mois. Et puis pour le futur, je sais pas, que ça continue comme ça, que j'arrive à prendre plus de temps pour moi peut-être, à la limite. Que j'arrive à me raisonner. Moi, si tu arrives à prendre du temps pour toi, ce sera déjà une belle étape quand même. Donc on se reparle à nouveau dans 2 ans. Ah, dans 2 ans? Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Océane, qui, vous l'avez compris, est particulièrement occupée avec ses 10 000 professions. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cette petite rencontre bonus vous aura plu, autant qu'à moi. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à aller écouter ou réécouter le parcours d'Océane qu'on avait enregistré justement avant en fait tout ça. Donc qu'on avait enregistré en fin d'année 2020, qui était sorti en janvier 2021 et que je vous ai ressorti cette semaine pour le plus grand plaisir, je l'espère, de vos oreilles. Bon, et sinon, la semaine prochaine, on fait quoi? On écoute quoi? Et restez par ici et écoutez.
on parle toujours de la négativité sur les réseaux sociaux, des gens qui vous harcèlent, qui vous mettent des commentaires négatifs. Et moi, j'ai beaucoup de chance pour l'instant sur Très Américaine, parce que j'ai rencontré que des belles personnes, j'ai que des messages de soutien, des partages, vraiment des messages très, très gentils de personnes qu'au final, comme on disait quand on a commencé notre interview, on communiquait plus d'une fois sur Instagram, et au final, on ne se connaît pas. Et ça n'empêche pas les gens de se soutenir et d'être vraiment très, très sympa avec les uns et les autres. Et je trouve ça beau. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une fantastique fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles histoires.